La vraie révolution viendra-t-elle des biotechnologies? C'est un sujet qui a des dimensions scientifiques, économiques et aussi des dimensions sociétales, des dimensions éthiques. On le voit dans l'actualité puisque hier, le Conseil d'État en France a remis au Premier ministre son rapport sur la révision des lois de bioéthique qui doit intervenir prochainement en France. Ce rapport qui sera rendu public en milieu de semaine prochaine. Pour débattre de ce sujet, nous avons 4 intervenants que je vais vous présenter rapidement avant de leur donner la parole. En premier lieu, Lionel Fontagné, qui est membre du Cercle des économistes, donc partie prenante de l'organisation de cet événement. Lionel, vous êtes professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous avez dirigé le Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et vous avez été membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Le professeur... Si loin que ça? Waouh, merci. Le professeur Reiko Kuroda, vous êtes professeur à la Tokyo University of Science, vous êtes biochimiste. Vous avez reçu de nombreux prix scientifiques, mais un que je veux citer, qui est le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Vous êtes membre du conseil scientifique auprès du secrétaire général des Nations Unies et vous êtes également très soucieuse et très impliquée dans le dialogue entre les scientifiques et la société. Et vous l'illustrez en étant présente ici aujourd'hui. Professeur Daniel Zeifman, vous êtes né à Bruxelles, mais vous vivez en Israël depuis 1979. Professeur de physique moléculaire, vous êtes entré à l'Institut Weizmann il y a fort longtemps, mais vous le présidez depuis 2006, Institut Weizmann qui est près de Tel Aviv. On peut signaler aussi que vous avez travaillé au Max Planck Institute à Heidelberg. Et enfin, Madame Kathleen Tregeling, vous êtes vice-présidente exécutive pour les affaires externes de Sanofi depuis février 2017. Vous êtes de nationalité américaine, vous avez étudié à Stanford et Harvard. Vous avez effectué la première partie de votre carrière dans la vie publique, notamment vous avez été maire adjointe de Los Angeles, puis au sein du Congrès américain, vous avez exercé des responsabilités importantes dans le domaine des politiques de santé. Voilà, je vais donner la parole à chacun des intervenants dans l'ordre dans lequel je viens de les présenter pour quelques minutes, 3-4 minutes, de façon à ce qu'ensuite nous ayons encore le temps de quelques échanges entre les membres de la tribune et puis ensuite de prendre quelques questions venant de vous dans la salle. Je donne donc d'abord la parole à Lionel Fontagné. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, mon travail est d'introduire cette session. Donc peut-être un point de définition pour commencer. Je pense que sur ce sujet, ce n'est pas inutile. Donc de quoi parle-t-on? En fait, tout a commencé, comme chacun sait, dans les années 1970 avec le séquençage de l'ADN. Alors, à la fin, qu'est-ce que c'est que ce sujet? C'est une combinaison de 3 choses. La biologie moléculaire, la bioinformatique, les bio-nanotechnologies. Enfin, on pourrait rajouter d'autres compartiments de la science à cela, mais ce sont probablement les 3 principaux. Alors, ce que je voudrais dire, parce que ça va revenir dans le débat ensuite probablement, que c'est bien sûr une science du vivant, mais c'est plutôt une science qui est appliquée à des organismes vivants, je fais une distinction, pour en tirer de nouveaux biens, de nouveaux services, de nouvelles solutions. Donc c'est cette dimension appliquée qui est très très importante. Donc c'est une nouvelle grappe d'innovation, comme on en a connu d'autres dans le passé, et comme toute grappe d'innovation, eh bien c'est à la fois pour nos sociétés, bien sûr, une opportunité et un risque. Alors concernant l'opportunité, je crois que c'est d'abord une chance pour réconcilier la croissance et l'environnement, ce qui est quand même le sujet aujourd'hui. En réalité, ça change l'équation de l'alimentation de la planète, pour les raisons que chacun peut comprendre. Ça change l'équation de la dépendance énergétique, ça change l'équation du changement climatique, et ça peut aussi augmenter les ressources naturelles dont nous disposons. Donc la vision un peu malthusienne de la croissance qui circule souvent, eh bien, n'est peut-être pas la bonne si on veut croire que ces nouvelles technologies permettent de repousser ces limites. La deuxième opportunité, c'est que c'est aussi une chance pour rendre nos systèmes de santé à la fois plus soutenables économiquement
avec la médecine prédictrice ou préventive, si vous préférez, et plus efficace avec de nouveaux traitements. Donc à la fois une chance pour la croissance, une chance pour nos systèmes de santé, et ce sont deux des sujets auxquels les politiques économiques doivent bien sûr accorder beaucoup d'attention. Alors du côté des risques, maintenant, les risques sont considérables, et les raisons pour lesquelles les rapports commencent à être produits sont nombreuses. En réalité, si on veut résumer tout cela, ce qui est possible, et peut-être probable, malheureusement, c'est qu'on ne saura pas bien, collectivement, répondre de façon satisfaisante à 5 questions. Répondre comment? Répondre avec de la réglementation. On est en France d'abord, c'est pour ça que je commence par ça. Donc il va falloir répondre par de la réglementation, et il va surtout falloir répondre par un débat démocratique sur ces sujets. Et ce débat démocratique, c'est le lien entre la science et la société qui, ici, trouve bien sûr donc une application tout à fait difficile. Alors, les 5 questions, les voici. La première, c'est autour du marché. À quel prix ces technologies vont-elles être disponibles? Est-ce qu'elles vont être concurrentielles avec des technologies alternatives? Par exemple, si vous réfléchissez en termes d'énergie, eh bien, il faut que les nouvelles solutions soient des solutions donc accessibles en termes de prix. Même chose côté de la santé. Comment financer la recherche et développement, puisque c'est de ça dont il s'agit? Et comment financer la recherche fondamentale, si vous voulez aussi financer la recherche et développement. Et comment réglementer ce marché, je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les rentes. Quand vous avez de l'innovation, il y a des rentes. L'innovation sert aussi à ça, enfin c'est le point de vue des économistes en tout cas. Et donc ces rentes sont appropriées. Et donc c'est la question des brevets, par exemple. Est-ce qu'on peut breveter la vie? Est-ce qu'on peut breveter le vivant? Ça c'est un vrai sujet de société qui n'a pas de réponse facile. Alors, on le fait, en tout cas, à défaut de savoir si on peut le faire, on le fait déjà. Et je voudrais juste donner donc une toute petite série de chiffres, parce qu'un vrai économiste donne toujours des chiffres. Donc, c'est les chiffres qui correspondent à la période 2010-2014 pour les brevets dans la biotech. Donc, vous avez eu 22 000 brevets aux États-Unis, 6 000 au Japon, 3 000 en Allemagne, 2 500 en France, et autant en Corée et autant en Chine. Donc la Corée brevette autant que la Chine, et la Chine autant que la France, 2 500, c'est-à-dire presque 10 fois moins que les États-Unis. Ces brevets sont là pour longtemps, et c'est comme ça donc que le stock de brevets se constitue, et le stock de brevets, eh bien, c'est l'endroit où vont se trouver les rentes. Et donc pour dire cela de façon rapide, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, les rentes vont se trouver aux États-Unis. Alors, ça pose des questions importantes, évidemment, sur le financement de ces technologies et sur l'appropriation des rentes. Et puis, on peut avoir des conflits d'usage et d'objectifs. Si vous pensez aux nouvelles technologies qui vont utiliser la biomasse, si vous utilisez la biomasse pour faire ce genre de technologie, eh bien, vous allez avoir une compétition avec l'agriculture, vous allez avoir une compétition avec la forêt. La forêt, c'est le stockage de carbone. Donc, vous voyez que les objectifs se choquent. De la même façon, si vous pensez à la santé, est-ce qu'on va préférer prévenir ou est-ce qu'on va préférer soigner? Vous allez me dire c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose parce que les acteurs sont différents. Et le dernier sujet qui est important, c'est celui des préférences collectives. Je pense qu'on va beaucoup en parler. C'est celui de l'acceptabilité sociale de ces technologies. C'est la question de l'éthique qui a déjà été abordée. On touche au vivant, donc c'est vraiment quelque chose que jusqu'ici on n'avait pas su faire en tant qu'humain. Et c'est la question de l'incertitude. Et la question de l'incertitude, l'Europe a donné une réponse historiquement à ceci, qui est le principe de précaution, et peut-être que ce n'est pas du tout le bon principe par rapport à ces sujets, notamment quand on est dans une compétition, par exemple avec les États-Unis, sur les brevets et l'accumulation des brevets. Donc je vais m'arrêter là, parce que nous avons les experts autour de la table. Je voulais juste rappeler les questions qui se posent. Merci de votre attention. Merci Lionel. Je donne la parole au professeur Kuroda. Okay, thank you. I was asked to raise 3 questions, so I'll give you first. 3 are life sciences and the consequent biotechnologies are really developing faster than we think. No, there is no button. Oh, closer. For me, it's closer. No, it's press it. Okay, can you hear me? Okay. Okay, I'll give 3 points, and one is... Aha, it's working. With 3 mics, it should be okay. Life sciences and the consequent biotechnologies are developing much faster than we think. That's my
point one I raised. Secondly, development of sciences or biotechnologies are increasing, widen the gray zone. And the third one, I think we have to discuss with multitask stakeholders, including public, general public. That's the 3 points I'm going to give. The first topic, the life sciences, and as you know, metamorphosis, that is the theme of this conference, and that is changing the larva to pupa to butterflies, changing the profound form, profound. And this can be controlled by new technology, gene editing, CRISPR-Cas9. And I'm doing CRISPR-Cas9 myself, so I know what it can imply. So there's a health application to medical and healthcare, for example, thalassemia, sickle cell anemia. Now, Charpentier established a company who can deal with the change in the modifying rather certain gene, or you can ripen tomatoes without pollination, or you can change the myostatin gene so that you can become more muscular one. And if you apply to fish, for example, you can get more meaty fish, bigger fish. But if you apply to human beings, then you can win the Olympic Games. Okay, so these things really have to think about it. The second point, the development of biotechnologies widen the gray zone. One example is, again, it's Olympic Games, not necessarily muscular one. You know, whether you change the gene, you cannot be detected by doping test because you're changing the gene. So this is really worrying, and there are certain people who are born with this particular mutation. So what can we do? So, and also, it's a drug, or it's a GM food, anti-hay fever rice, and also anti-Alzheimer's disease soybeans are really studied and may come to market soon. Where can we buy it? At the drugstore? We need a prescription, or we can buy it at supermarkets. There are many things between. So the gray zones between the two are really increasing. This is my second point. The third point is the discussion and also design of these projects has to be including the general public as well. It's too late when you do some experiments, going to biotechnology, then this is the consequence. Then we ask the public, what can we do? No, it's too late. We have to ask the people to involve the discussion from the beginning. Otherwise, the famous Paul Gauguin's, where we are, where are we going? We may really have to worry about the question. So this is my point. Okay? Thank you. Merci beaucoup, professeur Zeifman. Bonjour, je vais tenter de faire cela en français. Je voudrais d'abord prendre un point de vue plus élevé au point de vue du développement de nouveaux traitements, de nouvelles générations. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que depuis 15 ans, 20 ans, la nouvelle génération de médicaments qui ont été développés sont plus dus à des développements technologiques et une compréhension plus profonde de la biologie. Même si vous regardez à l'évolution du sequencing, qu'on appelle du génome, vous verrez que les plus grands avantages ou les plus grandes avances ont été faites grâce à des développements en chimie, en physique et en ingénierie qui ont permis à la biologie de se développer d'une manière telle qu'ils ont aujourd'hui des données qui n'existaient pas il y a, 15-20 ans. En fait, la biologie est passée à ce qui était une science qualitative à aujourd'hui une science qui est devenue quantitative. Et je pense que c'est la première évolution. C'est le fait qu'en fait, aujourd'hui, dans le domaine de la science médicale, dans la recherche biologique, nous sommes capables aujourd'hui de donner des nombres, ce qui n'existait pas, des chiffres, ce qui n'existait pas en fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la science biologique était une science descriptive, elle est devenue une science quantitative, et elle va d'ailleurs, d'une manière positive, je le dis, encore plus devenir quantitative, et c'est un énorme avantage, et donc c'est clair et net que nous allons dans de nouvelles découvertes.
Maintenant, quand on essaie de comprendre d'où viennent ces nouvelles générations de médicaments, si vous regardez la liste, le grand journal Nature a présenté il y a de ça quelques semaines un article en parlant des 25 médicaments les plus utilisés au monde, en essayant de comprendre quelle était la source de ces découvertes. Et oui, deux choses apparaissent d'une manière très claire. La première, c'est que c'est des médicaments où la source des idées qui ont aidé au développement de ces médicaments n'a jamais été dans le but de soigner une maladie. Mais c'est en fait par la recherche fondamentale, par le besoin de comprendre la science de la vie d'une manière très fondamentale, sans jamais parler de maladie en fait, sans jamais penser à guérir qui que ce soit, que ces nouvelles idées sont nées. Cela prend, après cela, et je pense que c'est important de le savoir, entre 25 à 30 ans de développer une idée fondamentale dans une technologie qui repart dans la biotechnologie, qui peut être appliquée au grand public. Donc, je pense que ce cycle, qui existe depuis bien longtemps, devrait être réduit au point de vue du temps, mais je ne vois vraiment pas la manière dont le faire. J'avoue que la complexité des choses étant telle qu'il va être très difficile de réduire le temps de développement de je parle vraiment de nouveaux médicaments, de nouvelles technologies médicales. Donc il faut s'attendre encore à un développement que beaucoup de gens vont appeler rapide, mais d'un autre côté qui, à mon avis, va rester relativement lent. Il va peut-être se réduire au point de vue du temps, mais pas énormément. Je ne pense pas que nous allons nous trouver dans une situation de high-tech où les choses vont se développer à un rythme où chaque année ou tous les 2 ans, il y aura une nouvelle technologie, mais plutôt tous les 10 à 15 ans, il y aura de nouvelles idées qui vont être appliquées. Vous pouvez voir la manière même dont la technologie génétique aujourd'hui est appliquée. Ça a pris son temps à y arriver. À partir du moment où tout le monde a créé Eureka pour le sequencing du premier génome et l'application de la génomique, je dirais, en biotechnologie, ça a pris 20 à 25 ans et je pense qu'on va rester dans ce rythme-là, malheureusement, je dirais. Et la troisième chose que je voudrais parler, c'est effectivement les problèmes éthiques dans lesquels nous nous trouvons. Si vous regardez la situation d'aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de développements et les plus grands investissements sont faits pour guérir les maladies. Très peu d'investissements sont faits pour prévenir, on dirait en français prévenir, pour prévenir les maladies. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La première est une raison scientifique. Prévenir une maladie, ça veut dire, d'une manière très simple, il n'y a pas de maladie, on la prévient, il n'y a toujours pas de maladie. Alors essayez de développer une recherche qui va dans cette direction-là et vous comprenez immédiatement la difficulté d'avoir un effet, parce que l'effet n'est pas visible, ou il est visible qu'après 20, 30, 40 ans au point de vue statistique. Donc c'est un gros problème de pouvoir comprendre comment prévenir quelque chose qui n'existe pas encore. Et la deuxième chose, c'est effectivement le problème économique. Il y a très peu d'investissements dans le domaine de prévention parce que tout le système est en fait, au point de vue économique, est en fait géré d'une manière à gagner de l'argent sur ce qui était développé. Et gagner de l'argent quand on ne peut pas vendre, ça devient un grand problème. Donc le système dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui va toujours, c'est une bonne chose aussi également, toujours le pousser à essayer de guérir des maladies et pas les prévenir. Et une idée peut-être que j'essaierai de pousser dans les minutes qui vont suivre, c'est que je pense que au point de vue économique, la partie de la société qui devrait en fait supporter le développement de prévention, ce seront en fait les compagnies d'assurance, qui aujourd'hui ne payent que pour les médicaments que nous employons, mais ne payent jamais pour le développement de nouvelles technologies. Et je pense qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est que ces compagnies d'assurance ne sont pas impliquées dans le développement. Si elles seraient impliquées dans le développement, je pense qu'il y aura une possibilité de bouger le marché d'une manière ou d'une autre et de venir plus dans le domaine de la prévention que dans le domaine de la guérison. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je donne la parole à Kathleen Tregoning. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour ce débat. And indeed, coming at the end of our speakers, I will try to summarize because I think we've hit on many similar themes. The first of which is our understanding of biology, coupled with advances in technology, are opening up whole new frontiers in terms of our ability to treat, prevent, and hopefully even cure disease. When we mapped the human genome 15 years ago, we had just that. We had a map. And we've spent the last 15 years, and we'll spend many more years, understanding what exactly the parts of that map mean, how we apply them to better understanding the underlying genetic causes of disease. And that will have great implications for how we think about researching new treatments and therapies, how we develop them, improving our efficiency in developing them by being more focused, and ultimately in what we hope to achieve, which is precision medicine, getting the right treatment to the right patient at the right time,
ideally to prevent the manifestation of disease or to treat it and prevent its effects, or ultimately, hopefully, to cure it as we look at things like gene therapy. So that explosion is opening up whole new frontiers. That requires a great deal of data. Again, when we mapped the human genome, we had one piece of it, but the information from all of us and understanding the differences in our genetic makeup will be important to be more and more precise. And that requires huge computing power, huge technological advances, and our ability to move into this new area to enhance that map and understand more and more what it means will improve over time. The second piece that is important is in order to fully harness these technologies, it will take an ecosystem from basic research to applied research to development and delivery of medicines. That's so important for us to foster that ecosystem, which is why organizations like mine partner with other smaller biotechnology companies, with public health institutions like Avizon here in France or the NIH in the United States, through initiatives like the Innovative Medicines Initiative with the European Commission, in which private organizations and public organizations seek to build on our understanding and the wealth of knowledge that we have to better enable us to build out that map and focus on our ability to treat diseases. To working with clinical institutions like Curie or Gustave Roussy here in France to ensure that we take our basic research knowledge and are able to apply it in a clinical setting for the benefit of patients. So that ecosystem that we continue to develop is so important. No one actor can unlock the potential that we see through this explosion of biotechnology. We need to all work together. And then finally, as we move forward, as our technological capabilities and our understanding of disease advances, we will have to have our public policy, economic, regulatory, and legal systems keep pace. We discussed briefly the new report that just came out or is being presented next week on bioethics here in France. That is an important dialogue to have with all stakeholders so that as the technology and the science capability advances, our societal understanding of where and how we want to leverage it advances with it, so that we're looking at therapeutic treatments but not necessarily enhancements. These are important questions that we as a society must wrestle with as we move forward in our technology. And that's going to be an important public conversation that forums like this can very much help to advance. So those are my 3 points for this morning. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés dans les limites que nous vous avions fixées. Je voudrais lancer une question sur l'écart qu'il peut y avoir entre l'opinion publique, entre la conscience collective et le travail des scientifiques et de ceux qui développent ensuite les applications économiques de ces recherches scientifiques. Il me semble que le progrès scientifique va beaucoup plus vite que la conscience collective. Comment faire pour réduire ce gap, réduire cet écart pour que le public soit conscient des évolutions en cours et y adhère? Professeur Seifman. Vous avez absolument raison. Je pense que cet écart existe de plus en plus. Ça vient d'un côté au fait que les avancées scientifiques sont de plus en plus rapides et de l'autre côté que le langage devient de plus en plus compliqué. Et je pense qu'il y a plusieurs solutions à ce problème. La première chose, c'est d'investir énormément et beaucoup plus dans l'éducation scientifique. Et je parle des enfants. On commence à 6 ans, on finit à 120 ans. Et je pense que l'écart, alors que je veux dire, il y a 400 ans, ne pas savoir lire et écrire était acceptable, aujourd'hui nous savons tous que lire et écrire font partie de la vie sociétale. Je pense qu'on arrive dans un domaine où connaître la science, en tous les cas son langage et ce qu'il veut dire, fait partie effectivement de la vie sociale. Et il faut donc investir beaucoup plus dans l'éducation de nos enfants. Nous sommes tous des enfants ici, de telle manière que nous puissions comprendre beaucoup mieux la science. D'un autre côté, les universités ont un rôle à jouer, un rôle qu'ils ont, à mon avis, étant directeur d'université, je sais de quoi je parle, qu'ils n'ont pas joué d'une manière positive, c'est de sortir de leur, je dirais, comfort zone, en anglais, de leur zone de confort,
regardez cette université, on donne cours ici dans les classes, pour apprendre quelque chose, il faut venir ici. C'est le rôle de l'université de sortir et de se retrouver dans le public, avec le public, là où il a envie de l'écouter, et pas où on a envie que l'université se trouve. Et donc ce genre de communication est très important par je dirais les groupes éducatifs, que ce soit l'école ou que ce soit l'université, de telle manière à éduquer. Je finirai en disant que, vu que la société devient de plus en plus scientifique, je ne parle pas seulement dans le domaine des biotechnologies, mais on peut voir les effets. Facebook, ce n'est pas seulement une technologie, c'est un effet social. Malgré que c'est basé sur une découverte scientifique, l'ordinateur, on voit immédiatement la manière dont ce genre de choses-là vont influencer la société. Et donc, ça doit faire partie depuis le début, la science, même la science fondamentale, doit faire partie depuis le début de la conversation sociale. Voilà. C'est la seule manière de résoudre ce genre de problème. Professeur Kuroda. Okay, thank you. I agree with the gap and also I agree, Daniel. But if I add something, I think media is very important. Media influences, particularly mass media, is very important. But they may not tell everything because if it's boring news, they want to broadcast it or they don't publish it because also they have to sell newspapers, they have to get more audience. So one more thing is I think academic society or community have to do a lot of effort to what they are doing to the general public. They may go to school, that's happening already. Science in society, science for society, or society for science, all these three are very important key. And I think scientists, researchers themselves, that means the academic communities, have to get together and try effort to talk to general public, maybe children or adults or every people. So that's the two things, media, mass media, and also the academic communities. Merci, professeur. Merci d'avoir rappelé le rôle des médias. Et c'est vrai que, notamment à la Croix, nous essayons de le faire, en particulier sur les sujets de bioéthique. Madame Trégoning. I would add on to both of those, which I think are incredibly important. And as the mother of an 8-year-old daughter who aspires to be a scientist, I believe very strongly in the importance of science education and particularly encouraging girls and women to go into science. I would also say that our public policy and our public dialogue and our policymakers and legislators also need to be a part of this process because it is ultimately that infrastructure through our science education, through media and public discussion, and also through the legal and policy infrastructure that governs how we advance these components, I think is also very important. So that's probably a third part of that discussion to narrow that gap that you discussed. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais revenir sur un point de la discussion à la tribune. Professeur Scheifman a posé la question de la prévention par rapport aux soins et aux soignés. Et je voulais demander à Mme Trégonin ce qu'elle répondait sur ce point, puisqu'elle représente une compagnie qui n'a peut-être pas autant intérêt à prévenir qu'à produire des médicaments. So I think it is the objective of certainly Sanofi and other companies like ours to do what we can to prevent disease where we can, and that's what we do through our vaccines and other programs, to treat disease and treat the consequences of disease where we are unable to prevent it, and ultimately to seek cures for different diseases. And that is why we continue our scientific engagement and advancement with many of the organizations that I discussed. There are times when science has not yet enabled us to prevent disease or to prevent it, but we can move forward in hoping to prevent its effects. An example that I can discuss is the discovery of a gene, the PCSK9 gene, that when overactive in the body leads to very, very high levels of cholesterol. And this is a condition that can be inherited down generations in which you have very high cholesterol. Other conventional therapies don't help, and ultimately that leads to premature death. It was a discovery of some French scientists looking at a family here in France, coupled with researchers by American and Canadian scientists, that ultimately resulted in the development of drugs with other science to help address a hyperactive PCSK9 gene and address those high levels of cholesterol. And there are now treatments on the market. They don't
prevent the disease, but they can help prevent and slow the consequences of that disease. And that becomes very important because I have a family member who has this disease. And now that these treatments are available, he is looking at the opportunity to live a much longer life than his father was able to do because of that type of discovery. So that's an important part of understanding the whole continuum. But organizations like mine and others are addressing all parts of that. Merci beaucoup. Alors, il nous reste le temps de prendre 2 ou 3 questions. Je vous demande que ce soit vraiment des questions et si elles s'adressent à une personne en particulier, merci de le dire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas de questions. Si. Je pense est-ce qu'il y a un micro qui vient jusqu'à vous? Oui, il arrive. Maybe I can ask my question in English to Ms. Sanofi. Is this a dream of science fiction, meaning the transhuman body and all of these new technologies mastering, combining technologies to biology to enhance our capacity to live? Is this really something that exists or something that is just a dream? Or is it about to be introduced in our societies? What I was referring to is the ability of technology to analyze the data that we are gathering from our understanding. So I'm not talking about putting technology, inside humans, but what we are learning is to analyze all the information we are able to get from studying genomics, that computing power and the ability to use artificial intelligence to look at a drug target and understand what are the opportunities to address that. And I'm sure Professor Zefman can speak much more precisely on this, but it is technology's ability to analyze data at a rate much faster than we've been able to do so that will hopefully and ideally speed up the discovery of what drugs might work and the ability to deliver therapies to the right patients in a more precise way than we've been able to do in the past. Professor Zachman? Maybe I switch to English, it will just be easier for me. What you are asking for, the addition of technologies into the human body exists already. I mean, a pacemaker is just a device like this. I mean, that's, exists for many, many years. Many people already have technologies inside their body. If you ask me if this is only the beginning, the answer is yes, definitively. I have no doubt about what will be developed in the future, where we will be able to enhance the capability of our bodies, first cure and then enhance through technologies. And in fact, one of the major goals of nanotechnology was to develop this kind of technology, which will be embedded into your body so that you can do that. You can see that also in neurodisease with the use of probes in the brain. And so these technologies exist already. They're very small, but they are actually on the market. And I have no doubt that we will be able to use them, I think, for the benefit of all of us. I mean, I don't see, in a way, there's not even a very serious ethical problem here. I mean, the pacemaker has no ethical issues. So using electronics to live better I don't see any problem for that. Merci beaucoup. Une dernière question? Attendez, le micro. Non, parce qu'il y a la traduction. Moi, j'ai une question. Vous avez commencé en introduction sur le nombre de brevets déposés en France, qui finalement reste limité par rapport aux autres pays. Donc, j'ai une question un peu naïve. C'est comment faire pour booster le nombre de brevets français par rapport aux autres pays? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une fois que le brevet arrive, une fois que la recherche arrive, on parle de biotechnologie, moi je trouve ça absolument fabuleux, mais comment faire également pour assurer le financement finalement de cette recherche innovante, de l'avènement de ces biotechnologies en France, où vous avez parlé de régulation, de réglementation, de beaucoup de choses, donc comment faire pour simplifier et accélérer les choses en France? Alors je vais donner la parole à Mme Trégoning et puis peut-être je passerai la parole ensuite à Lionel Fontagnier pour la conclusion, parce que je pense qu'il aura aussi des choses à dire par rapport à cette question. So in France, I believe, what are we doing to accelerate that? It wasn't working, so make sure I understood the question. There are a number of programs. InnoBio is a collection of funding to try to stimulate innovative biotechnology companies inside France. I think, as I mentioned, we work with Avizon, which is the public health institution. So I think there are a number of efforts underway, and certainly it seems that
President Macron is interested in further advancing France's role in the biotech community. So I think that's an important part. And as I mentioned, working Sanofi with companies, we work with organizations in the US, with organizations in Germany, and also here in France to try to stimulate that ecosystem that I described to further accelerate understanding in France and globally around how we can advance our understanding of biology in this way. Je voudrais juste dire une petite phrase. Ce n'est pas la quantité des brevets que vous avez qui est importante, c'est la qualité de ces brevets. Et il y a un index dont je ne me rappelle plus le nom, qui a été publié par Nature l'année dernière, qui vous donne une idée, qui effectivement prend en compte le nombre de brevets produits par chaque pays, et puis qui retransforme cet index en utilisant un autre index qui explique combien de ces brevets ont vraiment été utilisés par des compagnies comme Sanofi, par exemple. Et vous retrouvez à ce moment-là une catégorie de pays tout à fait différente. Et donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Professeur Kuroda, un mot? Non. Okay. This is not working. Okay, I'll just give you one slightly different point of view because I like very controversial things. It's okay, all these biotechnologies and pharmacology industries are doing really fantastic work, but actually they work for some treatment or cure of diseases which are many patients in the world. Very rare disease, they're not interested. But sometimes, because they cannot sell products, maybe I like the controversial things, okay? So that means the basic science is very, very important because what CRISPR-Cas9 or restriction enzyme and all these actually started not targeting to cure certain diseases, etc. So we have to support basic sciences. Now, when it becomes to technology, you have to be sharp eye, which can be patented. So that's the important point, I think. Yeah, so I want to be very controversial, provocative. Very quickly, I think another important point to notice is that in addition to developing vaccines, Sanofi is also one of the largest makers of rare disease treatments. We were and are able, there are a number of companies that focus specifically on the treatment of rare disease. And actually some of what I discussed, the advances, have enabled us to better understand the genetic basis of rare disease and therefore be more able to develop treatment. So we are able now to treat and address rare diseases in ways that we haven't been before. And companies like Sanofi are very involved in that research effort and delivering treatments to patients who previously had no options. Lionel. Voilà, donc mon rôle n'est pas de participer au débat, mais puisqu'il y avait une question sur un point que j'ai dit, je crois que la réponse à la question qui portait sur la France, ça s'appelle l'Europe, hein, comme sur beaucoup de sujets. Alors maintenant, ma conclusion, je crois qu'effectivement, et c'est pour ça que le thème a été choisi cette année, les biotech préparent une véritable métamorphose du monde pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est le traitement de certaines formes de cholestérol dont a parlé Kathleen. Le pire, c'est le saumon transgénique dont a parlé Reiko, mais c'est juste pour relancer le débat qu'on continuera en bilatéral. Et donc, le potentiel de transformation dont on dispose aujourd'hui dépasse celui des technologies de l'information, ou plutôt s'appuie sur celui des technologies de l'information. On a beaucoup parlé de données, on a beaucoup parlé de biologie, devenue une science quantitative. Donc, c'est la combinaison de la capacité que nous avons maintenant de traiter des masses immenses d'informations avec les avancées de la biologie, qui fait que nous allons arriver à de nouveaux résultats. Alors, juste 3 idées pour conclure, qui me semblent sortir de ces débats. Le premier, c'est une question de financement, on en a parlé de façon répétée, et la nécessité d'impliquer de nouveaux acteurs, ce qui pourrait faire l'objet d'un débat en soi. Donc, quel est le rôle des compagnies d'assurance là-dedans? Je crois que c'est vraiment un sujet très, très important. La deuxième idée, c'est l'importance du dialogue avec la société civile, et donc la nécessité de mettre ou de remettre, selon les points de vue, la science au service de la société. Et la troisième idée, c'est une idée qui me plaît beaucoup parce que nous sommes dans une université et parce que c'est un petit peu mon métier, c'est le rôle de l'éducation, l'investissement dans l'éducation, le rôle de la recherche fondamentale, mais aussi, pas seulement l'investissement dans l'éducation, mais la réflexion sur la façon
dont nous enseignons les sciences aux enfants et à nos étudiants. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse trouver à cette table ronde très prometteuse en termes d'avenir. Merci. Merci à tous. Merci à tous les intervenants et bonne journée à tous aux rencontres d'Aix-en-Provence.